Salut à tous, nouvel épisode, nouvelle libre antenne d'Avanti Nissa. Et comme d'hab, je suis pas seul, je suis avec Sky Latalista. Salut Sky. Salut. Comment vas-tu? Écoute, ça va, hein, toujours confiné, toujours pas se faire chier à la maison, à chercher les frites pour le championnat du Nicaragua. Mais t'inquiète pas, on va y venir. Il y a des matchs qui se sont passés hier. Depuis vendredi. Bon, ça va alors. Et je suis avec Balagou, Cédric. Salut Cédric, ça va? Cédric. Salut les gars, ça va? Ça va, nickel, merci. Nickel. Et pour faire cette libre antenne, on n'est pas seul. On est avec deux anciens joueurs de l'OGC Nice. Alexis Bossetti. Salut Alexis. Salut à tous. Salut. Et on est avec Anthony Scaramusino. Salut. Salut à tous. Salut. Bon, vous allez bien les gars? Salut les gars. Les gars, vous allez bien? Ouais. Ok. Bon, ouais, c'est un peu à distance, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Juste un petit truc, parce que sur la dernière libre antenne, on a parlé du championnat du Nicaragua, et on avait dit qu'on allait donner des nouvelles de ce championnat-là. Eh bien, chose promis, chose due. Le dernier qui est encore en cours. Exactement. Eh bien, il faut savoir que. C'est qui le champion, hein. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de champion. Parce que le championnat se joue encore, il reste encore pas mal de journées. Mais il faut savoir que hier, il y a eu un match, Walter Ferretti à domicile, qui a gagné 7-0 contre Chinadega FC. Voilà, c'est avec un carton rouge pour Chinadega. Et là, ce soir, 23h, je vous conseille de brancher vos IPTV sur les chaînes nicaragouaises. Je ne sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Il y a Chinandega. Il y a un derby. Il y a Chinandega qui va rejouer contre Juventus Managua. Voilà. Il y a Pardon? Après, tu nous dis comme ça en disant mettez votre TV et tout, mais il faut que tu me trouves la chaîne maintenant. Ouais, c'est ça. Parce que là, mon avis, dessus, il n'y a pas de. Ouais, alors là, les gars, je veux bien que ça soit le confinement, qu'on se fasse un peu chier quand même, mais jusqu'à aller chercher des chaînes nicaragouaises, je sais pas comment on dit, mais. Il y a que 8 clubs dans le championnat et tout, quoi. Je suis en train de regarder. Ouais, oh là là, on en est là, les gars. On en est là. Mais bon, on va passer à autre chose. On va repasser sur l'OGC Nice peut-être. Voilà, c'est la moitié du championnat qui joue dans le même stade. Hein. Enfin, bon, bref, je regarderai ça ce soir. Déjà. On fera un live tweet en direct à Avanti Nissa. J'annonce des trucs qu'on ne fera pas du tout. C'est incroyable. Bon, on va parler de l'OGC Nice, la troisième libre antenne d'Avanti Nissa avec Alexis Bossetti et Anthony Scaramusino. Merci d'être avec nous en tout cas pour cette libre antenne. Je sais que vous avez écouté les précédentes libres antennes. Oui. Avec notamment pas mal de questions qu'on va se poser dans cette libre antenne. Tiens, je vais laisser Sky commencer à poser sa première question. Non, c'est juste que en off, j'ai appris que Alexis me rejoignait sur la mission de faire revenir Benjamin André à Nice. Du coup, je vais le faire signer à Nice plutôt que Matuidi. Déjà, ça serait moins cher vraisemblablement. Mais vous savez qu'on parle souvent de vous deux déjà comme les joueurs qui sont attachés à Nice. Mais Benjamin André qui est né dans la Kuntea, qui s'est jamais vraiment trop exprimé sur le sujet. Est-ce que vous le connaissez? Ça serait quoi ses dispositions de revenir à Nice? Est-ce qu'il est toujours attaché ici? Toujours la famille, tout ça? Moi, je pense que Alex... Tu le connais? Je pense qu'il va prendre. Moi, non, je le connais pas personnellement. Ouais, moi, j'avais un peu parlé avec lui. Ouais, il est attaché à Nice. Je crois qu'il y a sa famille qui est ici. Et franchement, si Nice ils ont un bon projet où ils lui proposent quelque chose de bien. Je vois pas pourquoi il refuserait de venir à Nice. Franchement, même niveau cadre de vie ici, et quand tu viens de Nice, il y a pas. C'est pas Lille, hein, c'est sûr. Il y a pas mieux. Franchement, vu le nouveau centre d'entraînement qu'on a. Et puis il fait des belles saisons. Il a fait des belles saisons à Rennes. Il fait une très belle saison à Lille. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment un joueur qui nous manquerait à Nice, mais bon. Partout où il est passé, il s'est imposé, il est toujours capitaine. Donc, c'est qu'il a un supplément d'âme, c'est que ça doit être un leader sûr et en dehors du terrain. Donc, ouais, c'est vrai. Comme tu dis, Scara, en plus, c'est ce qui manque à Nice, en plus. Ça manque pas mal, Nice, des joueurs un peu comme ça, avec de la grinta, avec de l'expérience. Ouais, le caractère, quoi. Comme à l'époque avec les Cyril Rolls, les jeunes champs, ou les Pancho Bardonado, il y avait du répondant. Des fois, ça fait du bien, qui dit les choses, quoi.
On a vu quelques matchs cette saison où il a manqué des joueurs comme ça pour tenir le score ou pour, tu vois. Ah bah c'est clair, cette année, il a manqué souvent ça, surtout dans les derbys, les matchs un peu chauds. Il a manqué un mec qui vraiment qui arrange tout le monde, qui pousse tout le monde dans la même direction. Donc ouais, c'est clair qu'un mec comme ça dans une équipe, c'est dur de dire non. C'est vrai. Moi, du coup, je vais peut-être rebondir si Brice me permet, parce que du coup, on est en plein dedans, tout ce qui est coronavirus, tout ça, malheureusement. Moi, je voulais un peu savoir tous les deux, en tant que joueur pro, du coup, quel impact ça a sur vous. Vous avez un peu, j'imagine que vous avez des contacts avec vos clubs, forcément. Au niveau entretien physique, tout ça, vous avez un peu des consignes, on va dire entre guillemets. Comment ça se passe du coup pour vous? Pour moi, à Boulogne, si, on est toujours en relation avec le staff technique et le préparateur physique qui nous envoie des programmes chaque semaine. Après, oui, des exercices d'entretien, que ce soit cardio, course ou renforcement musculaire. Après, le plus compliqué pour nous et le préparateur physique, c'est qu'on n'a pas de date de reprise. Donc, comment travailler la semaine, si on doit beaucoup pousser, si ça doit être plus calme. Le plus dur, c'est qu'on n'a pas de date de reprise, en fait. Ça accroît pas le risque de blessure, justement, d'être un peu livré à vous-même sur le rythme d'entraînement? C'est pas ça la crainte, de te dire qu'au final, si tu arrives à te préparer sans te blesser, dès que tu vas reprendre, est-ce que ton corps va pouvoir reprendre le rythme de la compétition? Je pense que ça va être comme une préparation d'été. On va arriver à plus de 3-4 semaines de confinement, donc d'arrêt, donc comme des vacances au mois de mai et juin, et c'est qu'on va devoir partir sur une préparation de 3-4 semaines. Ah ouais, quand même. Ouais, si ça redémarre. Si ça redémarre, oui, si ça redémarre. Le truc, c'est que si ça redémarre, je ne vois pas vous laisser encore 4 semaines de plus de prépa. Ah ouais, mais c'est déjà chaud de terminer. Si ça redémarre, moi, je vous vois plus commencer, 2 semaines après. Ouais, mais après, ce sera du jeu, des joueurs, de la santé, ça va être c'est très compliqué. Ouais, nous, ici, on s'entraîne, comme nous, on n'est pas encore confinés. Donc, nous, on s'est entraîné encore entre nous, il y a 2 semaines. Et là, on s'entraîne un par un sur piste. Donc, on s'entraîne un par un sur 4 jours. Donc, moi, c'est lundi, mercredi. D'autres joueurs, c'est mardi, jeudi. Et voilà, après, on a la salle de muscu à la résidence qui n'était pas fermée. Donc, jusqu'à, il y a 4 jours. 3-4 jours. Donc là, ils ont fermé la salle de muscu de la résidence. Donc, on est un peu bloqué, mais on a toutes les machines, toutes les haltères, les trucs du club qui nous sont passés. On se les prête entre nous. Comme on habite quasiment tous dans la même résidence, on habite tous à côté. Donc, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on a les vélos, on a tout ça. Et comme on n'est pas confiné, on peut aller courir, on peut sortir, on peut aller marcher. Donc, ça, pour l'instant, ça va encore chez nous. C'est pas encore comme en France où confiné, l'attestation, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Mais justement, chez toi, donc au Texas, le championnat, il se termine quand exactement? Nous, il se termine. Nos contrats, ils s'arrêtent le 30 novembre. D'accord. Ah oui, donc ouais. Donc, nous, on peut. Nous, je pense que l'objectif, c'est de compresser la saison en 6 mois. Donc, on devrait commencer. Ils parlent de recommencer mi-juin ici. Ouais. Début juin, mi-juin. Et nous, on peut finir jusqu'à novembre. Après, le truc, c'est que nous, on a des playoffs. Donc, limite, annuler les playoffs et faire un titre sur saison régulière. Saison comme en Europe. Et à la limite, faire une finale entre les 2 premiers. Mais, ça va être sympa, le Texas au mois d'août, jouer toutes les semaines ou tous les 3 jours. Là. Ouais, de toute façon, on le fait déjà. Franchement, le calendrier, il est vraiment... il est vraiment serré déjà. Ouais, il est vraiment serré. C'est mars. La saison régulière, c'est mars-octobre. Ouais. Donc voilà, on joue nous, les matchs, c'est 7h30. C'est encore 34, 35. Donc, en plus, on a la Coupe des États-Unis entre temps. Ouais. Vous enchaînez quoi, tous les 3 jours quasiment? Franchement, l'année dernière, en mai, j'ai eu 10 matchs. Ah ouais. Donc, et les déplacements, c'est pas la même blague que... Les voyages, on part à... Des fois, là, je fais El Paso, Seattle, il y a 4-5 heures d'avion.
Ouais, t'arrives là-bas, t'es bien, quoi. Ouais, plus les décalages nous, les horaires, déplacements, plus les... c'est 3 jours minimum. Ah ouais, On part le vendredi matin, on s'entraîne là-bas le vendredi, on joue le samedi soir et on rentre le dimanche soir. Oh putain, ouais, ça doit être hard quand même. Et après, des fois, on rejoue le mardi ou le mercredi à domicile, ou si on joue à l'extérieur, si on joue 2-3 fois à l'extérieur, on reste, tu vois. Mais l'année dernière, on était resté une semaine à Sacramento. Après, on avait fait un road trip de 4 matchs à l'extérieur. Du coup, on avait fait Californie, on était rentré au Nouveau-Mexique, et après, on était allé à Dallas, et après, on était rentré chez nous. Ah ouais, ça fait un peu comme la NBA en fait. Genre, tu restes tout un côté atlantique pendant X temps, ouais, d'accord. Ouais, des fois, on part 10 jours sur la côte ouest. Et voilà. Ah ouais, le rythme. Et du coup, Et du coup, j'imagine que vous avez vu aussi ce qu'il a dit River là par rapport à la proposition qu'il a faite là. Du coup, toi, t'es déjà presque là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est mieux. Je sais pas si t'as vu la proposition qu'il veut faire. En fait, il veut baser, il veut baser un championnat en gros de février à novembre, basé sur l'année civile. Ouais. Après, vous avez dit c'est dur de jouer en août et tout, mais franchement, avec les staffs qu'ils ont. Si en MLS on arrive à le faire, en Ligue 1 il devrait. Ouais. Le truc c'est que là il faut s'ajuster surtout sur les compétitions européennes, sur tous les championnats européens. Ouais, faut refaire des calendriers après. Puis surtout sur les droits télé. Faut tout refaire. Après, c'est ça le plus important. Ah ouais. C'est ça le plus dur. C'est ça. Les droits télé. C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que quand tu vois par exemple. Franchement, je sais pas du tout comment ça va se passer en Europe. Autant aux États-Unis, les ligues elles sont plus. Je sais pas comment dire, elles sont plus fortes, tu vois. Genre, si demain la MLS a dit on extend les contrats un mois jusqu'à fin décembre, voilà. C'est la ligue qui décide, il n'y a pas des clubs qui vont dire ah non, mais nous, on n'est pas d'accord. T'as les contrats avec la ligue, t'as pas les montées descentes, voilà. T'as pas les qualifications continentales, je sais pas comment ça marche, mais t'as moins de problèmes qu'en Europe. C'est gagnant de la coupe et. C'est des trucs que la Ligue elle peut étendre par exemple jusqu'au 20 décembre par exemple, il y a besoin de jouer. Peut-être parce que pour l'instant ça a moins de retombées aussi la base aux États-Unis. Peut-être. Le truc c'est que nous au final le championnat n'a pas commencé. Nous on a joué qu'un match, la MLS ils en ont joué que 2. Ah ouais, vous êtes vraiment. Donc nous ils peuvent pour l'instant ils rien passer quoi. Ils peuvent me faire sauter la saison. Au final ça aura pas un impact comme en Europe. Il n'y a pas de club lésé, tu vois. L'année prochaine, c'est Austin et Charlotte qui arrivent dans la ligue, ça changera pas, quoi. Ouais. Et toi, Scara, t'en penses quoi du coup tu penses que par exemple ils peuvent stopper la saison telle quelle, annuler les montées, les descentes et compagnie? Je pense que pour toi, ça a quel impact en tant que compétiteur? Comment tu verrais un arrêt de la saison? Est-ce que tu as envie de jouer coûte que coûte jusqu'à la fin? Coûte que tout, non, au détriment de ma santé, de mes proches, non. Non, coûte que coûte niveau calendrier, bien sûr. Pas niveau santé. Non, la meilleure solution, je pense, pour les joueurs, les staffs et les dirigeants, c'est de finir la saison. Ça, c'est la meilleure solution, c'est de finir les saisons. Voilà, la saison et les différentes compétitions. Le problème en Europe, c'est les contrats. Il y a plein de joueurs qui ont des contrats l'année prochaine, si on monte, le salaire c'est ça, le truc c'est ça. Il y a des années en option, c'est ça le problème. Si on n'arrive pas à finir les saisons, que ce soit la Fédé, la Ligue, ils vont prendre n'importe quelle décision, personne ne sera content, personne ne sera satisfait, il y aura des clubs frustrés, ceux qui peuvent monter, ceux qui peuvent descendre, ce sera la meilleure solution, c'est de finir la saison. Après, coûte que coûte, je sais pas, mais si c'est pas le cas, ils peuvent choisir n'importe quelle décision, il y aura des clubs frustrés, lésés, les clubs qui descendent qui seront contents, les clubs qui doivent monter qui seront pas contents. Boulogne en plus, on est parachute. S'ils nous coupent la saison, on peut dire finalement on était capable de monter ou personne sera satisfait dans tous les cas. Ça va être très compliqué. Il y a n'importe quel Ligue 1, Ligue 2 nationale ou club amateur. Ah ouais, non, mais après devant le tribunal du sport, ça tient jamais quoi. Enfin, tu vas avoir 2 ou 3 clubs par division qui vont faire une action en justice parce que ils sont lésés justement. Mais ça changera rien. Non. Du moment que les instances auront pris leur décision, entre guillemets, on sera obligé de suivre. Ça va être terrible pour les clubs, ça va être terrible pour les joueurs, ça va être terrible pour les supporters, pour tout. Donc là, comme tu disais, il n'y a aucune décision qui va aller dans le sens de tout le monde. En fait, c'est pas possible.
C'est impossible. Les objectifs de chacun sont tellement différents, les retombées économiques le sont encore plus, notamment par exemple... Moi, j'ai joué en national, donc national, il n'y a pas de droit TV, nous. Ouais. C'est que du mécénat et des sponsoring par rapport aux entreprises. Ouais, donc nous, c'est compliqué. Ah ouais, compliqué, ouais. Putain, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres clubs aussi en Ligue 1, comme Bordeaux par exemple, où, alors je lisais, pour l'instant ça reste une rumeur, mais bon, quand tu vois comme il est géré le club, tu te dis que s'ils le font, ça ne me surprendrait pas non plus, ou carrément, ils voudraient carrément faire un dépôt de bilan pour pouvoir récupérer la mise. Si vraiment il n'y a pas de finalité au championnat. Parce qu'en fait, ils perdraient... après, Ouais. Vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je disais, sans aller jusqu'au dépôt de bilan, c'est vrai que c'est un peu la gestion King Street, machin, à Bordeaux, qui est compliquée, mais tous les clubs qui sont de toute façon ultra dépendants des droits télé, déjà. Même un club comme Marseille. Voilà, il y a un club comme Marseille qui va dépendre des ventes. Voilà, mais deuxième, tu lui enlèves le chèque de la Ligue des Champions, c'est quoi? C'est 25 millions, c'est un truc comme ça. C'est ça, ouais. C'est ça, sachant qu'il devait déjà vendre pour pouvoir passer devant le fair play financier. Dans la position financière de Marseille, t'imagines? Tu dois 97 millions, sachant qu'en plus de ça, la valeur des joueurs, c'est tombé hier, selon les clubs, a été divisée par 2. Ah oui, bien sûr. Donc déjà, si le pouvoir d'achat en première ligue il baisse à cause des droits télé, si tout le monde va en être à compter ses sous pour réussir à boucler le budget, personne va faire de grosses dépenses, quoi. Enfin, après, j'ose imaginer que si on en arrive jusque là, les instances comme la DNCG, tout ça, ils vont aussi être forcément plus souples, je pense. Il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte, je pense. Hein. Forcément, tu pourras pas demander les mêmes choses au club si la saison elle va pas au bout, quoi. La DNCG, je pense oui. L'UEFA, franchement, je sais pas, mais la DNCG sera beaucoup plus souple parce que c'est dans son intérêt aussi d'avoir un championnat attractif, de pas avoir que des clubs qui tombent et peut-être même des clubs un peu huppés. De pas trop sanctionner, quoi. Voilà, de pas trop sanctionner. Genre mettre un petit avertissement histoire de dire voilà, t'as fait ton taf, puis voilà, ça tourne, tu vois le truc. Oui, tu peux prolonger d'1 an le remboursement des déficits ou quelque chose comme ça. Mais après, les clubs, ça reste quand même des entreprises un peu comme les autres. Si tu arrives en défaut de paiement, tout l'impact que tu as sur l'économie locale avec tes prestataires aussi, tout ça, c'est compliqué. De toute façon, personne n'en sait rien. On va pas refaire le monde là dans l'émission. Même les joueurs là, qui c'est qui paye? Pardon? Ouais, je sais pas les joueurs qui payent les joueurs, c'est les assurances là, c'est les assurances de joueurs. Ouais, t'as les clubs qui payent une partie. Ouais. Nous la première semaine au début, on était en congé payé. Ouais. Et dès qu'ils ont vu que le confinement se prolongeait, là, on est en chômage partiel. Ouais. Donc c'est toujours le club qui vous paye? C'est toujours le club qui vous paye? Ouais. En fait, le club, il doit payer juste parce que le chômage partiel, alors après, dans les footballeurs, je ne sais pas du tout, mais le chômage partiel, c'est 84% de ton salaire payé par l'État et tu as le reste qui est payé par le club, j'imagine. Donc tu dois... Ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de négociations de baisse de salaire dans les top clubs et puis des clubs européens qui n'ont pas forcément la même législation sur le chômage partiel. Carrément. Là, par exemple, Barcelone, bon alors on touche très très gros, mais Barcelone a décidé de réduire son salaire, je crois, de 70%, je crois. Et, voilà, il touche gros, mais il dépense gros aussi. Hein. Ouais, ça j'imagine, mais... Il y a des joueurs qui achètent des trucs... Tu baisses de 70% ton salaire sur 2 mois, tu peux vite te retrouver dans la merde, même si tu touches un salaire de malade. Selon ton train de vie, si t'as pas mis de côté. Après, ils disent les joueurs du Barça, mais peut-être qu'ils ont vraiment baissé, genre Messi, Griezmann, tu vois ce que je veux dire, les très très gros salaires. Oui, voilà, après, c'est pas tout là-dessus. La Juve, ils n'avaient pas pris leur salaire pendant sur les 3 mois, là. Mais il doit y avoir des histoires, t'inquiète pas. Hein. Après, comme tu dis, en assurance, en prime de match l'année d'après, tu récupères. Après, c'est bien malgré tout parce que ça va sauver des emplois, hein, parce que franchement, quand tu vois, il y a des clubs. Il n'y a pas que les joueurs dans les clubs. Hein. Bien sûr, c'est ça. T'as les intendants, t'as les secrétaires, ceux qui accueillent dans les stades, etc. Donc oui. C'est pas tout. Le nombre d'employés et puis dans des clubs comme ça, le nombre d'employés, ça doit être édifiant le nombre. Les matchs le week-end, il y a des gens qui travaillent que pour le week-end et tout, c'est abusé. Ouais, c'est clair. Ils travaillent pas du tout, quoi.
D'ailleurs, puisque tu en parles, aux États-Unis, c'est Rudy Gobert, je crois, qui a donné plus de 100 000 euros pour les gars qui s'occupent de la salle. 500 000 euros pour ceux qui s'occupent de la salle, etc., pendant les matchs et tout. Parce que, voilà. Non, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont donné. Beaucoup de joueurs qui ont donné. Là, je te dis Rudy Gobert, parce que c'était le premier qui m'est arrivé comme ça quand je t'ai entendu parler. Il y en a plein d'autres. Gobert, il a eu son histoire parce qu'il l'avait. Apparemment, il a donné ça a été le patient zéro. Le patient zéro de l'NBA. Un Français encore. Mais du coup, puisqu'on en parle, Alexis, tu nous fais une petite promo pour ta cagnotte. Voilà. Moi, j'avais lancé une cagnotte pour aider. On s'est rapproché du CHU de Nice. Donc, on va voir là pour donner faire un premier don et voir pour la suite pour continuer. Ça marche bien pour l'instant. Ouais, ça marche bien. C'est compliqué pour les gens de donner aussi, parce que bien sûr, c'est clair. Moi je comprends tout à fait. Hein, c'est clair. Donc non, ça marche plutôt bien. Puis tous les dons, ils seront. Tous les dons est bon à prendre, on va dire. Et voilà, j'ai même pour un peu booster, je vais faire gagner un maillot pour tous les gens qui donnent et un maillot d'El Paso qui il n'y en aura pas beaucoup sur la Côte d'Azur. Donc, celui-là, il est collector, celui-là. On dirait que c'est le mec qui a donné la cagnotte, quoi, si on en croise un. C'est ça. Ou mon c'est ça. Si c'est ton père qui gagne, on va crier au complot direct. donc voilà. Merci d'en parler. En tout cas. C'est normal. On le mettra dans le. De l'avoir organisé aussi déjà. Exactement, et on le mettra dans notre truc, dans notre publication Twitter. On fera un petit truc là-dessus. C'est normal. Le geste est beau. Il faut le souligner. C'est ça, c'est clair. Et du coup, peut-être pour parler de l'OGC Nice, comme on en parlait tout à l'heure un petit peu. Je crois que Brice, il avait une question à poser à Scara concernant le poste de latéral gauche, c'est ça? On en parlait tout à l'heure. Vu qu'on a un spécialiste et qu'on en parlait la dernière fois. Voilà, totalement. Au niveau du défenseur gauche, au niveau de la gestion du poste au sein de l'OGC Nice, t'en penses quoi, toi, sur toutes ces années-là qui ont été faites au niveau des transferts et même de la qualité des joueurs qui sont à ce poste-là? Anthony? Après, c'est un poste. Non, je réfléchissais aux joueurs qui sont passés là. Il y en a eu tellement, faut dire. Mais parce que c'est un poste qui évolue sans cesse et suivant les coachs et les staffs et leur dispositif de jeu, ça peut être deux joueurs totalement différents. S'il y a un coach qui prend de la possession de balle et qui veut un latéral offensif beaucoup plus technique, à l'aise techniquement, pour apporter offensivement, ou si on tombe sur un coach qui est défensif et qui veut que son latéral avant tout soit un défenseur. Donc c'est compliqué de trouver le bon arrière gauche pour mais là on a l'impression que de tous les joueurs qui se sont succédés, puis on a eu quand même quelques-uns qui sont passés au poste, en fait t'en as pas vraiment un qui a apporté satisfaction, que ce soit sur un profil défensif ou offensif. Il y a toujours eu vraiment des grosses carences. Alex, tu vas me dire comment il s'appelait, Alex, là, qui était prêté par d'Albert et Ricardo. Depuis le départ de d'Albert et de Ricardo, en fait, c'est un peu compliqué. Rien que cette année, t'as enchaîné avec Sarr, Nsoki et Dourmichi. Les trois, ils sont pas vraiment, qui ont pas vraiment montré des avant qu'ils partent en prêt. Je veux dire, t'as enchaîné les joueurs à ce poste et pour aucune vraie satisfaction pour l'instant. C'est ça tu te dis, c'est compliqué en fait. Au lieu d'essayer de trouver, d'installer quelqu'un et de la continuité. Voilà, exactement. Pourtant, même avant d'Albert et tout, il y avait Amavi, Colo. On avait des bons. On avait toujours eu, enfin pas toujours, mais on a souvent eu quand même des bons latéraux à Nice. Tu regardes. Monzon aussi à gauche. On a eu qui sont succédés. On a été sur une bonne série, quoi. Mais après. Mais derrière, t'as l'impression que tu fais beaucoup de mauvais choix. C'est ça en fait qui est bizarre. Toi, je sais pas si en fonction de ton calendrier aussi, t'as beaucoup suivi les matchs de Nice cette année. T'en as pensé quoi un peu, pas sans vraiment. On te demande pas de les casser ou de les enfoncer, mais Sarr à ce poste, Nsoki, Dourmichi, tout ça. C'est que Sarr, c'est un central de formation. Déjà. C'est compliqué de demander à un central qui défend face au jeu et qui souvent est épaulé par son deuxième défenseur central ou son latéral gauche
et de le mettre sur un côté à défendre sur des 1 contre 1 où généralement les milieux excentrés droits de chaque équipe sont pratiquement les meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Donc, plus technique, plus c'est percutant. totalement différent. Donc, c'est compliqué de juger un joueur qui joue pas son poste. Après, ouais. Pour moi, Malan, il est injugeable sur le côté gauche. Parce que pour moi, c'est un arrière central. Et tu peux pas jouer pendant 19 ans arrière central et un jour ou l'autre, il te met arrière gauche contre Florian Thauvin, tu vois. Attends, et puis il y a des joueurs qui désolé, je te coupe, désolé. Il y a des joueurs qui ont cette polyvalence, qui ont cette faculté d'être polyvalent et d'autres qui l'ont pas aussi, tout simplement. Malon, c'est un très très bon arrière central, mais arrière gauche, pour moi, c'est un peu compliqué pour lui. Hein. Surtout, comme il a dit Scarra, souvent c'est le meilleur joueur d'équipe adverse. Donc, c'est peut-être plus facile de faire descendre un milieu excentré latéral comme Sarr à Marseille que de faire jouer un central à gauche. Comme à ma vie, il jouait lié gauche avant. T'as plus les habitudes de 1 contre 1 que quand t'es en défense centrale, t'es plus dans le mouvement et moins statique. Sur le côté gauche, voilà, sur le côté, c'est compliqué. Hein. Pour un axial d'aller sur le côté, c'est compliqué. Puis multiplier les courses, t'as intérêt à être un axial solide quand même, quoi. Parce que là, tu fais l'ascenseur sur le long de la ligne de touche après. En début de saison, vas-y Brice. Vas-y. Non, vas-y, t'as commencé, vas-y. En début de saison, en plus, pendant les matchs amicaux, Vira, il avait tenté un truc avec Walter à ce poste. Et ça paraissait un peu logique parce que Walter, il est, ouais, mais il a des qualités, c'est-à-dire un peu où il a du coffre, il arrive à répéter les efforts, il a un peu de grinta. Il était bouché à ce poste. Il aurait peut-être pu, tu vois. Après, ça aurait encore fait un. Jérémy Pied, c'était un excentré droit. C'était pas un 6. Quand tu joues axial, c'est dur d'aller sur le côté. Ouais, même c'était un excentré droit qui est descendu arrière droit, tu vois, ça c'est plus facile. Il y a les automatismes, il sait comment ça se passe dans cet endroit-là du jeu. Et un 6, c'est compliqué. Un 6 arrière central, de les faire jouer sur les côtés, franchement, c'est dur. On faisait ça avec Diakité, Koulibaly à l'époque, quoi. Et je suis pas sûr que ça marchait très très bien. Drissa, c'était plus à droite. Après, à Bastia, il continue en plus à droite, non? Il me semble. Diakité, j'ai avec lui à Tours aussi. Ah ouais, il était à Tours, Diakité. Il était à Tours avec moi. Ah ouais, j'avais zappé ça. Le Diak, putain, lui, un ancien. Un bon soldat, n'empêche, quand même. Ouais, c'était des mecs de devoir. Même Cafou. Hein. Cafou avec son magnifique but à Saint-Etienne. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est clair. C'était une bonne période quand même. Ça va. C'était un bon truc. Oui, il y a eu au moins ça, on va dire. Quoi. Ah oui, au moins. Ça va. On verra après pour les prochaines saisons, mais en tout cas, on va parler de cette saison-là. Vous en pensez quoi de cette saison-là de l'OGC Nice actuellement Anthony, par exemple. T'en penses quoi de la saison niçoise? Ils sont 6e au classement, c'est ça, si je ne me trompe pas. Derrière Reims. Pour moi, c'est une bonne saison. Après, je suis pas au cœur de l'effectif et j'ai pas de retour pour savoir quels sont leurs réels objectifs. Mais au vu de moi de l'extérieur, de ce que je peux voir de l'extérieur, je pense que c'est une saison plutôt correcte, honorable, avec des joueurs qui sont partis en début de saison, des joueurs importants, beaucoup de jeunes, un effectif jeune. Il y a eu la blessure de Attal. Je pense que c'est une saison honorable. Attal qui pourra peut-être, selon quand tu redémarres, peut-être que tu pourras le récupérer aussi. Ouais, il a repris la course là, donc a priori Attal tu le récupères quand. Ouais, c'est la bonne nouvelle du truc, on va dire quoi. Ouais, fallait miser sur Dolberg qui à l'âge, ok, il est passé par l'Ajax, mais il n'a pas énormément de matchs sous le maillot de l'Ajax non plus. C'est un jeune joueur. Donc pour moi, c'est être 6e à 3/4 de la saison. Je trouve que c'est bien, je trouve. Pour moi, c'est un miracle. Ce qui est surtout critiqué, en fait. Non, il y a du talent dans cette équipe. Miracle. Non, ce qui est surtout critiqué, c'est le projet de jeu, en fait. Dans le jeu, moi, je peux pas te dire l'identité de jeu de Nice cette année. Ah non. Moi, vous m'avez demandé si la saison elle était bonne ou mauvaise. Ah oui. Non, mais c'est pas que le classement, c'est un tout, quoi. Parce que oui, bien sûr, le classement, la saison, elle s'arrête là, on est 6e, on signe, quoi. Scara, il se mouille pas. Il se mouille pas, il a raison, il se mouille pas. On sait jamais. Non, mais faut être précis dans les questions, alors. mais c'est vrai que je pense que Alex il doit regarder pas mal de matchs, je pense aussi. Moi, franchement, je regarde tous les matchs de Nice.
Ouais, j'imagine que qu'on soit plus clair dans la question. Est-ce que tu te fais chier devant les matchs de Nice ou pas? Franchement, ouais. Moi, franchement, pas que je me fais chier, mais c'est que avec il y a 2-3 ans, tu vois, c'était avec Favre et tout, c'était quelque chose. C'est la folie. Après, on a mal été habitués pendant 2 ans. Il faut savoir, Nice. On a l'impression de m'entendre là, c'est pas beau quand même, hein? Faut savoir Nice qui on est aussi là, à un moment donné. Non, mais faut pas. Moi, je peux pas cautionner ça là. On a Jean-Pierre River avec nous dans 2 secondes, Alex. Il va nous dire souvenez-vous d'où l'on vient. Non, mais voilà. On va bégayer. Franchement, souvenez-vous, c'est pas possible de dire ça. On a connu des années dégueulasses. Moi, je veux pas y retrouver dans ces années-là. On nous a vendu des super belles saisons avec ne manque pas d'acquitter Koulibaly au milieu là. Tu vois, je veux dire voilà. Et bien sûr qu'on se rappelle d'où on vient, mais c'est justement parce qu'on se rappelle d'où on vient qu'on veut pas y retourner. Après, donc, moi, je pense que Favre, il est arrivé au moment parfait avec les joueurs parfaits. Non, mais Favre, c'est limite une anomalie de l'avoir. C'est ça Favre, il avait une équipe de fous au moment où les joueurs, ils étaient au top. Il a eu Balotelli à 25 buts. Il a eu un Belanda. Franchement, j'ai rarement vu un joueur aussi fort que lui. Ricardo d'Albert, il marchait sur tout le monde. Même Estri qui courait, quoi. Le truc incroyable, on n'a jamais vu le reste du temps. Cardi dans la cage, il a fait une saison de malade. Franchement, c'était une année, c'était exceptionnel. Mais on joue la Ligue des Champions avec Cardinal, quoi. Rien que ça, d'ailleurs, on aurait dit ça, c'était une anomalie. Eric Oziello au milieu, là, franchement, c'était une année, c'était exceptionnel. Même Cyprien, cette année-là, il est en feu. Cyprien, s'il se blesse pas, il part à Paris cette année-là. Après, il te fait les croisés, franchement. Quand tu fais 2-2 au parc. Ouais, en menant 2-0, le double de le match, c'était un match de fou. Ouais. Mais ouais, ça, voilà, tu vois. T'as l'impression que tu parles. T'as l'impression que tu parles d'il y a 10 ans, là. T'as l'impression que tu parles d'un truc d'il y a 10 ans, c'était là. Ouais, mais c'était quoi? Des mecs d'un contrat d'1 an, des mecs prêtés, des mecs qui ont voulu partir. Pas que. Après, dans les joueurs que t'as cités, t'en as plein qui ont rien fait derrière, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'était l'année parfaite pour les joueurs parfaits au moment parfait, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est pas Favre qui les a rendus meilleurs que ce qu'ils sont maintenant? C'est pour ça que je te dis, c'était tout. Tous les mecs ensemble, ils faisaient en sorte que l'année, elles sont parfaites. Moi, je fais la traduction de ce que veut te demander Cédric. Cédric, il est en train d'essayer de te titiller pour que tu te dises que c'est la faute de Vieira, en fait, tu vois. Il va t'amener, genre, mais est-ce que Vieira, il arrive vraiment à tirer le meilleur de ses joueurs, quoi? Moi, j'étais sur le banc, mais c'était abusé, les entraînements. C'était quand on s'entraînait, c'était le niveau, c'était abusé. Franchement, à l'entraînement, c'était qualité de fou. Cédric, il va voir fou quand Vieira va partir du côté de Manchester City, parce qu'il est dans la shortlist des Mancuniens. Franchement, s'il part là-bas, c'est bon, je peux croire au Père Noël, les gars, je veux dire. On se fait déjà troller sur les réseaux sociaux, les gens disent, et voilà, ceux qui détestent Vieira, est-ce qu'ils savent vraiment mieux que les décideurs de Manchester City, alors que le mec a absolument pas signé là-bas encore. Après, Vieira, je sais pas trop, hein. De ce que j'entends, de ce que des bruits qui courent au club. Vas-y, balance les bruits. Pas les bruits, mais des bruits. Ah bah si, t'es mouillé là. C'est pas fou, hein. Brice, coupe l'enregistrement. On le fait parler, on revient après. On va le faire parler en off, ouais, c'est ça. Non, mais après, ça paraît logique. Je veux dire, il y a rien de fou depuis 2 ans. Presque 2 ans qu'il est là. Il y a rien de fou. Alors, comme on disait, on l'a dit dans les émissions précédentes, c'est un jeune entraîneur. Il a fait une belle première saison, on va dire, avec cette 7e place, avec une équipe moyenne. Mais depuis, il y a rien. Sur les classements, c'est exceptionnel. Moi, au niveau du classement, surtout l'année dernière, avec l'équipe qu'il avait, franchement, c'est exceptionnel. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme il disait Scar tout à l'heure, c'est sûr, si tu regardes le classement, tu peux dire c'est une bonne saison. T'arrêtes la saison là, tu dis c'est une bonne saison presque. C'est quasiment à jouer l'Europe. Mais quand tu te tapes tous les matchs et que tu regardes tous les matchs, c'est pas la même. C'est ça le problème. Je regarde le multiple, je regarde même plus. Ah, ça y est, t'as changé. Des fois, je suis dégoûté. Je regarde la première mi-temps. La révélation, je vais le tweeter tout de suite. Bosser 2 points. Je ne regarde même plus Nice. Je regarde la première mi-temps de Nice, après je me mets le multiplex. Parce que des fois, je m'énerve tout seul.
Non, mais oui, bien sûr. Bossetti préfère le championnat du Nicaragua plutôt que regarder l'OGC Nice. Vas-y, tout ça tout de suite. En plus, c'est pas la même heure. C'est même pas la même heure. Niveau décalage horaire, c'est mieux pour lui, le Nicaragua. Donc, Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que les matchs de Nice, tu les mates tôt le matin, du coup. Je regarde le soir, je regarde le championnat mexicain. C'est bon, ça. Je regarde Gignac, il fait des triples. Avec Gignac qui s'éclate là-bas, quoi. Il vit sa meilleure vie, lui, carrément. Gignac, c'est incroyable. Tout le monde sa gueule quand il est parti, et en fait, le gars a fait la décision de sa vie, quoi. Enfin, c'est une idole là-bas. C'est une idole, le gars. C'est un dieu. T'as des Mexicains qui appellent leur gosse André Pierre et tout. C'est un truc de malade, quoi. C'est un peu comme Scara à Laval, en fait. Pareil. Au début, moi sur la fin. Ça se dit bien le confinement. Il a marqué à Le Basser cette année, hein. Ah oui. T'as fait chute au public, du coup, ou pas? Ouais, ils m'ont bien allumé quand même aussi. Ah ouais, grave. Ouais. Après, c'est toujours comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, malheureusement. Ça se vit bien, le confinement à Boulogne, sinon? À Boulogne, on a de la chance, ça fait 15 jours qu'on a beau temps, donc j'ai un petit jardin, donc on peut profiter et sortir dehors. Je vais dire, juste quand tu peux pas sortir, il fait beau à Boulogne-sur-Mer, c'est dommage quand même. Ouais, non, mais on a un petit jardin. C'est pour ça que je suis pas redescendu dans le sud avec ma femme et les petits, parce que sinon, on s'en appartait moins. Je pense que ça aurait été compliqué. Et toi, du coup, c'est quoi là t'es toujours sous contrat l'année prochaine avec Boulogne? T'es comment là? Ouais, il me reste encore un année de contrat l'année prochaine. D'accord. Ouais, donc toi, la question se pose pas trop comme à Nice, t'as Benitez ou Malan qui sont censés partir là dans 3 mois et du coup, avec le confinement, tout ça, tu sais pas trop comment ça va se passer. C'est quand même une certaine sécurité de savoir que toi, quoi qu'il se passe, t'as de pouvoir revenir aussi. Oui. Surtout aujourd'hui, on sait que les contrats, c'est... Alex, il peut en parler, c'est exilé, donc c'est compliqué d'avoir des propositions correctes et cohérentes au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est clair. Il y a beaucoup de joueurs sur le marché, il y en a beaucoup, ils sont de plus en plus jeunes sur le marché aussi à être au chômage ou dans l'attente de se trouver un club. Donc non, c'est vraiment compliqué. Comme tu dis, c'est une sécurité d'avoir, malgré tout ça, c'est bien. Surtout que vous visez la montée, là. Si la saison reprend, vous visez la montée, j'imagine. Ouais, oui, on est trop là pour l'instant, on est barragistes à 2 points du premier, donc on était bien partis là. Ça marche. Donc, pour vous, c'est national, tu fais une série, tu es tout de suite en haut. C'est bizarre ce championnat. Et toi, Alex, du coup, c'est les projets, c'est quoi? Du coup, t'es bien là-bas? Comment ça se passe? Moi, j'ai pas envie de rentrer. Franchement, il y a que Nice qui peut me faire rentrer, j'ai dit. Ah là là, ça serait beau ça. Mais le t'appelle du pied. Je vais faire un tweet info mercato. Non, franchement, je suis bien. Moi, j'aimerais bien finir ici. Là, j'étais bien. Franchement, j'étais bien parti pour faire. Ça faisait quoi? Ça faisait 3 ans que j'avais pas fait une vraie prépa, même plus, je crois. Donc là, j'étais content d'avoir fait une bonne prépa. J'étais pas blessé, tout ça. Donc franchement, je suis un peu dégoûté de comment ça se passe. Mais voilà, moi en plus, c'est ma dernière année de contrat ici. Donc on va voir comment ça va se passer. Hein. Mais moi, c'est clair que j'aimerais rester ici. J'aimerais faire une bonne saison et pouvoir aller gratter en MLS. Mais même la 2e division américaine, c'est déjà pas mal. Puis c'est en constante évolution ici avec la Coupe du Monde en 2026. Il y a tout qui se construit, des nouveaux stades, des nouvelles équipes. Donc, on a vu avec Beckham, avec l'équipe de Beckham, là, ça fait de la pub. Franchement, c'est bien. Il y a David Villa qui fait son équipe dans mon championnat là, l'année prochaine à New York. Donc, en fait, la MLS... Ça évolue très très vite. Ouais, la MLS, c'est... à mes yeux, en tout cas, le futur gros championnat. Tu as énormément. Déjà, c'est des franchises. Donc, tu es sûr de ne pas descendre. Donc, financièrement, tu es plutôt stable. Tu peux avoir les reins solides. Et quand, par exemple, tu vois que. Il n'y a pas de fair play financier. Voilà. Tu as le côté du salary cap. Salary cap, pour l'instant. Elle est de mieux en mieux. Elle est de mieux en mieux. Et tu peux avoir de plus en plus de joueurs hors salary cap. Donc, franchement. Voilà. Donc, tu as des joueurs. L'année prochaine, tu pourras avoir 5 joueurs, je crois, hors salary cap. Donc, ça suffit. C'est génial, tu vois. Et puis, quand tu vois que, par exemple, Coca-Cola s'est battu avec Pepsi et autres pour récupérer les droits officiels de la MLS. Mais il y a de plus en plus de pépites d'Amérique du Sud qui arrivent. La MLS, ils prennent des joueurs à quasiment 15 millions de dollars à des gros clubs argentins, brésiliens, mexicains, tout ça. Hein. Et puis, tu as un potentiel public. Joseph Martinez, l'attaquant d'Atlanta, là.
C'est un phénomène. Hein. Mais c'est des mecs qui prennent 7 millions à l'année. Hein. Donc, ils n'ont aucun intérêt à aller en Europe. Hein. Bah, là, pour le coup, tu as des clubs maintenant européens qui commencent à taper dans le vivier MLS parce que tu as eu Alcorcon. Ah ouais, mais les mecs, ils n'ont pas. Mais franchement, les mecs, ils n'ont pas envie de venir. Hein. Ouais, il y en a très peu, mais tu as une vie de malade. Enfin, moi, je sais que. T'imagines, c'est l'attaquant de l'Atalanta, d'Atlanta, tu viens à Atlanta. Tu joues devant 70 000 de moyenne. Tu joues le titre. Tu prends 7 millions à l'année. Pourquoi tu irais jouer en Europe? Mais carrément. Ah, t'es le roi du pétrole déjà. Et puis, il faut savoir un peu. Il faut vraiment que tu ailles dans le top 5 européen pour t'expatrier. Quoi. Sinon, non, mais tu joues pas dans le top 5 européen. Non. Mais et puis on sait la relation qu'a les USA avec le sport. Donc forcément. T'es à Atlanta, si c'est pas le foot, c'est le football américain. Si c'est pas le football américain, c'est la NBA. La NHL, la MLB, tous ces trucs-là. Il y a de tout, il y a de tout. Même Chicharito, il prend 7-8 millions à l'année à Galaxy. Carlos Vela, pareil, à Los Angeles FC. Les mecs, ils vivent dans des villes de fous. Ils ont des salaires de fous. C'est monstrueux. Et puis ça va aller de mieux en mieux. Donc l'argent, il y aura toujours plus d'argent, tout ça. Et tu parlais d'Atlanta, mais je vous conseille de regarder le stade d'Atlanta qui a été fait par Mercedes, qui est monstrueux, monstrueux. Il est dans FIFA d'ailleurs. Non mais tu vois, et puis tu vois les affluences des stades, c'est 80% du temps c'est guichet fermé. Ah ouais. C'est abusé. Et t'as un vrai show. Ils font plus de monde pour le football que pour le football américain. Carrément. Ouais, il manque un peu de compétitivité, même au niveau continental, c'est pas trop fort ça. Mais le problème du continental, c'est qu'en fait, les clubs américains, ils commencent en février. Et que les clubs américains, la prépa, elle commence en février. Donc en fait, ils jouent contre des équipes mexicaines, tout ça, qui sont en pleine saison. Ouais, qui sont déjà lancés. Qui sont déjà lancés. Les équipes américaines, elles sont en pleine prépa. Et souvent, les gros joueurs, pendant la prépa, ils sont pas forcément là. Ouais, puis t'as pas ton pic de forme dès le début, de toute façon, c'est normal. Le truc aux États-Unis, c'est que le pic de forme, il est en octobre pour les playoffs. Ouais. Donc, quand tu joues les premiers tours contre des équipes mexicaines qui sont en pleine bourre, c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais, tu te fais vite taper un peu comme en Ligue des Champions ici, avec les clubs scandinaves, etc., qui arrivent en été, qui sont en pleine prépa, alors que toi, tu commences un peu plus ou moins ta... Ouais, c'est un peu dans le même délire, quoi. C'est ça. Sky, tu voulais poser une question? Un kiff, toi? On parlait de Gignac, qui fait le kiff de sa vie au Mexique. Toi, donc, à part la MLS, toi, si tu devais, je vais dire, finir dans un championnat exotique, parce que t'en es loin. Dans un championnat, l'Argentine. Ouais. Ah oui, bah oui, je te suis. Quand Dario m'en parlait, laisse tomber. Ah ouais, là-bas, à mon avis, c'est une culture. Hein. Il me disait, mais toi, tu pourrais jamais jouer à Boca. Attends, tu prends 50 cartons rouges dans l'année, toi. Il me disait la pression, tu t'imagines pas. Ça doit être monstrueux. Moi, je lui parlais du Ré et lui, il me parlait de Boca Junior. La Bombonera. Au bout d'un quart d'heure, tu montes en tribune plutôt que de rester sur le terrain. En plus, Dario, il a eu la chance d'être champion avec Boca. Ouais. Il a été champion avec son nouveau club, là. Alors, c'est quoi, Racing? Ouais, avec le Racing. Ah ouais. Le Racing Club. Ah ben ouais, c'est des championnats qui sont... Avec Lisandro Lopez, il joue. Ouais, avec Licha. Licha, putain, oui. Ah ouais, ancien grand de la Ligue 1 de Lyon. Ouais, il était rentré à Banfield, là, dans son club. Et il joue, et Dario, il a joué dans une équipe aux États-Unis qui est dans mon championnat, maintenant. C'est laquelle? Il était à Miami FC. Il était à Miami. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle. J'ai des joueurs de mon équipe qui jouent avec lui, ils m'ont raconté que l'entraînement n'était pas encore fini, il était déjà à la place. Oui, c'est Dario. Putain, mais lui, tu regardes les clubs qu'il a fait, il a une carrière, elle est exceptionnelle. C'est clair. Il a marqué un peu, il a marqué partout en plus, hein, quasiment. Ah oui, bah oui. Il a fait sa avec carrière. Mopé, on a appris d'un mec comme ça, c'est abusé. En plus, Mopé, il devait s'identifier à mort avec un mec comme ça. Nous deux, on avait 10 mois, j'avais 19 ans, lui encore plus, il avait 16 ans. On voyait lui à l'entraînement, c'est abusé. J'imagine, putain. Ça, c'était les bonnes années, tu vois. On n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, mais on a quand même connu des bons moments. Puis on jouait au Ré, quoi. Bah, c'est ça. On pourrait faire des podcasts là-dessus sur
Nice, dire quelques saisons, en parler, etc. Sur 2012-2013, déjà, je pense qu'on arrive à te ramener quelques anciens facilement. Et c'est bon. Imagine de jouer l'Europe avec Nice, en vrai. Sur cette saison-là, sur la saison en rail, laisse tomber, quoi. Tu peux prévoir 2 heures d'émission. Hein. On va éviter de reparler de Limassol, du coup. Ouais, voilà. C'était c'est quoi, quand je suis rentré on menait à 0, tu sais. Moi, je voyais tous les mecs sur le grillage, là. Non, mais en plus, on marque dès le début du match. Au bout de 5 minutes, ou un truc comme ça. 3 minutes, Dario, il marque au bout de 3 minutes. Dario, il marque au bout de 3 minutes, on s'est dit, c'est bon, on va leur rouler dessus. Ça y est, c'est fait, on va remarquer. Le gardien, il faisait des crampes à la 50e minute et tout, c'est n'importe quoi. Avec leur vieux Moussaka là, fuck Nice, ils n'arrêtaient pas de chanter pendant 1 heure. N'empêche, sur les anciennes périodes, on peut parler de Skara aussi. Skara, il a des bonnes périodes aussi. Skara, c'est lui la meilleure période. Attention, là, il y avait des joueurs, là. Avec Pancho, avec Koba. Non, j'étais bien encadré, on va dire. Ah ouais. Tu mets un seul des cadres du vestiaire qui était avec Skara à l'époque, tu le mets dans le vestiaire maintenant. C'est les paires de gifles qui partent. S'il se pend pas. C'est Pascal le grand frère. Ça fait le droit. On s'en est pris des claques avec Pado, Kamel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait une bonne génération aussi. Non, mais ils nous mettaient vraiment des claques, nous. Mais c'était pour apprendre. Le respect, Ouais, bah normal, quoi. Donc, dès qu'on normal. à travers, ils nous mettaient sur le bon rail. Hein. Ouais. Et toi, c'était bienveillant. Si t'as un joueur comme ça de cette époque-là que tu te rappelles encore maintenant en te disant il était impressionnant quand même, tu mettrais qui? Au niveau du terrain, au niveau même global, tu vois, même c'est sur l'exemplarité, sur le terrain, tout ça. Si tu devais vraiment retenir un vraiment comme ça, tu dis il était au-dessus quand même. Ouais, mais moi c'est vraiment, je suis tombé dans la période où franchement c'était l'époque où Nice recrutait que des anciens justement pour essayer de se sauver le plus rapidement possible. J'ai eu la chance de jouer avec Marco Simone par exemple. Ouais. Je l'ai connu en tant que joueur. Alex, il a connu en tant qu'entraîneur. Ah ouais. Ah oui. À Laval. À Tours, non? À Tours. C'est vrai. Ah là là. D'ailleurs, il nous l'a fait à l'envers sur le terrain et après il a fait à l'envers à Tours sur le banc aussi, quoi. Simone, mais bon. Il a dû jouer 6 matchs à Nice, un truc comme ça. Mais c'est vrai que quand il arrive Simone, tu t'es dit c'est Marco Simone quand même. Marco Simone, il est arrivé avec Philippe Léonard. Moi, j'ai joué avec Eric Roy. Il y avait Lilian Lasland. Ah ouais, non, même joueur avec. Même Jetou, non? Comment? Jetou aussi, tu l'as croisé, non? Martin Jetou, je l'ai croisé. Non, il y a du bon monde, hein. Non, François Grenet, Bill Chateau. Il y avait quand même, comme tu dis, c'était des anciens, mais ils avaient un morceau vécu quand même. C'était. Ah bah oui, après il y avait Romain Pitot et Chouafny. Après plus tard il y a Balmont, Elbuic, Cyril Roll, Jeanne-Champ, Pancho, Samy, Noé, Cédric. C'est plein de joueurs qui ont fait tu cumules, ils ont tous fait plusieurs centaines de matchs de Ligue 1, quoi. Ils ont vécu la connaissance du championnat, ça n'a rien à voir avec moi. Combien de matchs il doit avoir? Cédric, Balmont, tout ça. Mais Balmont, il joue encore. Ouais, Balmont, il joue encore. Ouais. Balmont, il est quoi? Il est à Dijon, là? Il est où, c'est ça? Il joue à Dijon. J'ai vu un truc passer, il a dit qu'il arrête sa carrière. Après la saison. Quel âge il doit avoir? Il a plus de 40 ans, il a, non? Ah, il a 40 ans quand même. C'est rien, pas loin, non? Ouais, 38, 39 peut-être. C'est notre Gattuso à nous. Non les gars, il a fait. Je suis sur Wikipédia en même temps, hein, mais pas pour la ramener, mais il a fait 40 ans le mois dernier. Hein. Il a vraiment, le mec a vraiment 40 balais, quoi. C'est bon, hein. Comme Hilton. Hilton aussi, c'est impressionnant. Hilton qui veut pas finir là-dessus, qui veut prolonger et tout, c'est ouf, quoi. Enfin, est-ce que je sais pas, vous voyez encore jouer à 40 balais, avec le degré de. Oui. De la maison. Ouais, oui, voilà, genre, avec le degré d'investissement que ça demande. Voilà, c'est ça. Ouais, on fait des fives. Bon. Avec le degré d'investissement que c'est le football pro, à 42 ans, faut être un malade pour continuer à jouer en Ligue 1 et tout, quoi. Enfin, faut aimer te faire mal, je sais pas, mais. Ou être une compétition. Skara, déjà, sans dire que t'es vieux, hein, Skara, attention, hein, mais t'es plus âgé que Alex, par exemple. Tu commences à sentir un peu la fatigue, la répétition de l'entraînement. À la fin du mois, j'ai 35 ans. Hein. Ouais, voilà. Donc j'imagine que c'est pour ça. Ça doit être la répétition des entraînements, tout ça. Ça doit quand même se faire ressentir, je pense. Ouais, moi c'est vrai qu'à Boulogne, avec le coach Laurent Guyot, là, forcément on a une très bonne relation et justement il sait que passer la trentaine, 32, 33, 34, 35, t'adaptes. Voilà, du moment qu'on a une relation sincère et honnête, il sait que
je peux ménager 1 ou 2 entraînements dans la semaine et donc à partir de là, après moi, c'est du moment que je suis performant. Si j'arrive à toujours être performant, si j'arrive à aller jusqu'à 40, jusqu'à 40. Et puis t'apportes dans l'autre et que j'avance plus, je vais me dire, il est bon d'arrêter là. Je veux pas passer sur un guignol sur un terrain, quoi. Bah oui. Pénaliser mon équipe. Mais t'apportes aussi au vestiaire, toi aussi en même temps, avec ton expérience, etc. Il y a ça aussi que ça peut aider aussi. Oui, surtout aux plus jeunes, quoi. Bah ouais. J'essaye de faire ce que m'ont transmis les Pancho, les Lilian, les Cyril. Avec les claques aussi ou pas? Comment? Avec les claques aussi ou sans les claques? Les tacs. Non, mais oui, c'est normal, hein, c'est normal d'avoir ce rôle-là. C'est bien que tu l'aies en plus. C'est comme tu dis, c'est le juste retour des choses, on va dire. Ouais, c'est dans l'évolution aussi de joueur et en tant qu'homme aussi, c'est de transmettre et essayer de faire passer des messages ou des erreurs que j'ai pu faire. Si je peux faire gagner du temps à un jeune à la place de passer par certaines erreurs qu'il puisse les éviter et gagner du temps au plus vite, ce sera bénéfique pour moi et pour lui. Carrément, ça peut totalement aider. Tu te vois jouer encore combien de temps, toi, Anthony? Alors, comme je l'ai dit, le temps que je suis performant sur le terrain et que je suis toujours content de me lever pour aller aux entraînements. Ouais, tu penses pas à la fin. Non, je pense là, c'est vraiment pas dans mon optique de. Non. Pas comme ça en plus. Ça peut comme il y a 2 ans, ma première année à Laval, par exemple, où j'ai fait 14 matchs parce que j'ai accumulé blessure sur blessure, je me suis dit, je pense que j'avais 33, je me suis dit, je pense qu'il est temps d'arrêter. Et l'année d'après, je fais 29 matchs et je finis meilleur latéral du championnat. Donc, comme quoi, d'une année à l'autre. Ouais, tout peut changer. Ah bah oui. Bah écoute, en tout cas, on te souhaite d'aller le plus loin possible, de nous faire une Hilton, pourquoi pas. Et puis. Ouais, l'année où il fait 14 matchs, je suis sûr qu'il en fait 29, on serait monté. Mais... Oh là là, la rancœur. T'as vu la rancœur de ce un petit baroud d'honneur. En Ligue 2, ça c'est jouable, mais même en Ligue 1, ça peut être sympa, quoi. Du coup. Il suffit de tomber dans un club qui fasse la double montée, et puis c'est vite jouable. Hein. Il y en a qui l'ont fait, il y a plein qui l'ont fait. Ouais. Ah ouais, il y en a plein qui sont partis. Un club comme Chambly, il y a des joueurs qui ont été à Chambly en CFA ou en CFA2, ils ont fait toutes les montées jusqu'en Ligue 2. Putain, c'est incroyable ce club d'ailleurs. C'est génial. Il y a Romain, et il y a un copain Alex qui joue là-bas, hein, Padovani. Hein. Eh oui, Romain. C'est vrai, Romain Padovani. Ouais. On en a partout, ça y est. On a réussi à placer la nouvelle génération. Là. Putain, jusqu'au Texas, on les a placés, t'imagines? Le réseau est monstre. C'est ça, c'est incroyable. Bon les gars, en tout cas, merci beaucoup pour cette libre antenne. Merci à vous. Écoute, il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir de vous accueillir, vous venez quand vous voulez. Il n'y a aucun problème pour parler d'autres sujets. Pourquoi pas aussi de parler de l'année 2012-2013, on va essayer de caler ça assez rapidement. Et puis, je vous souhaite de reprendre les championnats le plus tôt possible. Ça voudrait dire que cette merde de virus sera loin derrière nous. On l'espère en tout cas. Voilà, et puis on n'oublie pas de rester chez soi. C'est très très important. Voilà. Rester à la maison. Exactement. Et ça sauve la vie. Comme quoi. C'est ça, exactement. La santé, c'est la priorité, c'est clair. C'est le plus important. Carrément. Mais merci encore les gars en tout cas. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao les gars. Ciao. Merci, au revoir tout le monde.